à cette conférence EpiTool. EpiTool pour équipe de recherche en propriété intellectuelle et nouvelles technologies de Toulouse. Après la conférence de Jane Ginsberg hier soir qui s'interrogeait sur qu'est-ce qu'un auteur face à la machine, nous poursuivons notre exploration des rapports entre le droit et le monde virtuel en reprenant ce soir le cycle de conférences consacré, je cite, au droit à l'épreuve d'un monde virtuel. Donc, je rappelle que ce cycle de conférences a débuté en septembre dernier avec une première conférence sur les plateformes et la blockchain, a suivi en octobre une deuxième conférence consacrée aux NFTs. Ce soir, nous allons parler crypto-monnaie. Et nous clôturerons le cycle des conférences le jeudi 15 décembre en traitant du métaverse. Je précise qu'un ouvrage collectif va compléter ce cycle de conférences. La conférence qui nous retient ce soir est donc intitulée « Les crypto-monnaies et les actifs numériques, de la méfiance à la confiance, point d'interrogation ». Donc le titre, je crois, pose bien les termes du débat au vu des turbulences actuelles sur le sujet, mais je laisserai les intervenants développer la question. Nous avons en effet ce soir la chance d'avoir des spécialistes du sujet et je tiens à les remercier vivement d'avoir accepté l'invitation d'EpiTool. Donc merci à Monsieur Pierre Morisot, Maître Cécile Moye, Monsieur Clément Sodo, Monsieur Pierre Persson et Monsieur Tristan Girard-Guémard pour avoir accepté l'invitation. J'en profite également pour formuler des remerciements aux 4 épitouliens qui sont en charge de ce cycle de conférences, donc Hélène Poujade, Claire Destré, Leïsa Ferreira et Pierre Favilli, notre pilier de l'équipe EpiTool. Donc merci à tous et sans tarder, donc je cède la parole à Pierre qui va procéder à la présentation de nos conférenciers. Merci beaucoup, bonjour à tous et bienvenue donc à cette troisième conférence de notre cycle portant sur les crypto-monnaies et les actifs numériques. Alors, la sphère des cryptos, comme vous le savez, est en ébullition ces derniers jours. Le 11 novembre dernier, FTX, la deuxième plateforme d'échange des crypto-monnaies, s'est donc déclarée en faillite. Aujourd'hui, le 18 novembre, le Bitcoin est valorisé à 16 700 $ environ, une valeur au plus bas depuis 2 ans, qui acte d'ailleurs une chute vertigineuse puisque cette valeur était de 68 000 $ il y a à peine un an. Parallèlement, le 15 novembre, la Fed a annoncé le lancement d'un test sur le dollar numérique, rassurant ainsi les acteurs de la sphère crypto sur les perspectives même des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Les cryptos vont donc nous tenir en haleine pendant longtemps encore. Les questions économiques, politiques et juridiques qu'elles suscitent sont nombreuses. Explorer ces questions, la façon dont le droit positif appréhende la sphère crypto et toutes les évolutions envisageables sont autant d'éléments que nous explorerons ce soir pour notre conférence « Les crypto-monnaies et les actifs numériques, de la méfiance à la confiance ». Pour ce faire, nous aurons donc le plaisir de compter sur la présence de Céline Moile, qui est avocate au sein de Deloitte, société d'avocats, Clément Sodo, membre de la direction des affaires juridiques de l'AMF, Autorité des marchés financiers, Tristan Girard-Guémard, enseignant-chercheur au sein de l'Université catholique de Lyon et avocat associé du cabinet Bruzo-Dubuc. Nous compterons également sur la présence de Pierre Morisot, cofondateur et CEO de Walsio, mais également de Pierre Persson, ancien député de Paris et auteur du rapport Monnaie, Banque et Finances vers une nouvelle ère crypto. Alors, si Saint-Pierre a les clés du paradis, j'espère bien que ce soir, à 3 pierres, qui plus est bien accompagnés, nous vous donnerons toutes les clés des cryptos. Sans plus tarder, je cède donc la parole à Pierre Morisot, cofondateur et CEO de Walsio, et vous souhaite à tous une excellente conférence. Bonjour à tous et merci beaucoup pour non seulement pour l'invitation, mais aussi pour l'introduction. Donc, en effet, je suis Pierre Morisot, donc un des 2 fondateurs de la société Waltio. Peut-être avant de rentrer dans le détail de l'activité, de la fiscalité, les actifs numériques, en guise d'introduction, en effet, ce qu'on voit avec les différents opérations, mouvements, enfin même séismes qu'on a pu voir dans les dernières semaines, je pense qu'on réalise à quel point on a vraiment un besoin
pour instaurer davantage de confiance et on est profondément convaincu que cette confiance, elle passera par non seulement un cadre réglementaire législatif qui est spécifique pour les actifs numériques, mais aussi via des outils spécifiques quand, en fait, une fois que ce nouveau standard de réglementation sera défini, il faudra de ces outils si spécifiques. Si on regarde, alors peut-être avant de présenter ce sur quoi je voudrais intervenir rapidement, vous présenter notre activité, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on a cette activité qui est si particulière et qui est notamment spécifique à l'actif numérique. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur le régime fiscal des actifs numériques, mais je pourrais présenter ses contours, notamment ses enjeux, c'est-à-dire tout individu qui souhaite être conforme avec les obligations fiscales ou même comptables pour une entreprise, comprendre rapidement quels sont les enjeux. Je pourrais m'étendre brièvement sur quelques propositions d'amélioration d'un régime pour avoir des idées pour pouvoir le mettre à jour, pour pouvoir le moderniser, pour pouvoir aussi le rendre plus attractif. Et enfin, je proposerai d'autres contenus alternatifs, du contenu qu'on a rédigé, mais aussi en partenariat avec des professionnels du droit qui vous permettent de mieux comprendre, pour ceux que ça intéresse évidemment, le sujet de la fiscalité des actifs numériques étendu dans son ensemble. Peut-être déjà pour commencer et pour, on va dire, un poil cadrer le sujet, on parle des crypto-monnaies énormément, mais que ce soit les crypto-monnaies, les revenus passifs de DeFi, les collections de NFT, le fractional equity, tout type aujourd'hui d'actifs digitaux, ils sont issus d'écosystèmes bien distincts, sont très souvent échangés ou stockés sur des plateformes différentes, et donc il est impossible de pouvoir suivre, traquer l'intégralité des mouvements et des flux qui sont réalisés. Or, cela est nécessaire pour être conforme avec les obligations fiscales, que ce soit pour un particulier, pour une personne physique ou une personne morale. Et donc, en fait, c'est là où est née en fait, cette volonté de créer cette société, c'est donc de simplifier toutes les personnes qui ont des actifs numériques dans leur conformité fiscale ou comptable. Donc, la société Waltio est un éditeur de logiciels réglementaires et qui permet en fait de faire le pont, qui s'adresse aux individus, aux entreprises, mais aussi au gouvernement pour en fait fournir cette plateforme de données de crypto-monnaies, mais sur lesquelles on peut plus facilement utiliser, détenir des actifs numériques tout en étant conforme avec les obligations fiscales. Donc, on l'a créé il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Aujourd'hui, c'est une société qui a plus de 10 000 clients et qui, l'an dernier, avait permis à l'État français de collecter plus de 43 millions d'euros d'impôts. C'est plus des données à titre indicatif. Mais ce qui est intéressant en fait, de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la particularité des crypto-monnaies, des actifs numériques, est que très souvent, les actifs numériques sont échangés, un actif numérique contre un autre. Et donc, ces intermédiaires de change, ces plateformes d'échange, un petit peu, si vous voulez, ces brokers du monde des crypto-monnaies, ne peuvent pas fournir de diffus, donc d'imprimé fiscal unique, c'est-à-dire un rapport avec la plus ou la moins-value imposable pour un individu. Et donc, il y a cette obligation, cette nécessité d'utiliser un outil spécifique comme le nôtre pour être conforme avec ces obligations fiscales. Donc, c'est tout à fait pour ça qu'on a créé Waltio. Et une deuxième chose aussi qu'on peut voir, une autre particularité, c'est que très souvent, les personnes qui détiennent des crypto-monnaies les achètent sur une plateforme, puis après vont les déplacer vers d'autres, soit un portefeuille de stockage sécurisé appelé un wallet, soit les emmener sur d'autres plateformes, alors que pour faire une analogie avec le monde financier classique, c'est quelque chose qui n'est pas possible ou qui est fait de façon vraiment marginale. Lorsqu'on détient une action sur un compte, type un compte titre ou une banque, on ne va pas transférer
cette action ou ce titre financier vers un autre banque. On va plutôt le revendre et le céder, puis après racheter un autre titre. Donc, d'où la nécessité qui est très particulière au monde des crypto-monnaies de devoir tracer, suivre tous les flux d'activités en actifs numériques. Si on s'étend un petit peu plus aux obligations déclaratives, pas plus sans rentrer dans le détail, aujourd'hui, pour un individu, donc dans le régime fiscal qui a été mis en place, il y a 2 obligations. La première, ça va être d'informer l'administration fiscale d'un compte détenu à l'étranger. Donc, c'est le même formulaire que le formulaire pour les comptes bancaires. Et la deuxième obligation déclarative est de calculer et déclarer le montant de la plus-value ou de la moins-value réalisée pour chacune des opérations imposables, donc via un autre formulaire qui est le formulaire 2086. Donc, aujourd'hui, en fait, les individus, les contribuables français doivent tous les ans calculer et déclarer leur plus-value et crypto quand ils en ont réalisé, et donc faire face à ces 2 obligations déclaratives. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger quand est-ce qu'un événement taxable est réalisé. Donc, il y a 2 faits générateurs de l'impôt. Le premier, c'est le paiement en actif numérique, et le second, c'est la conversion d'un actif numérique contre une devise monétaire d'État, concrètement la conversion d'une crypto-monnaie contre ce qu'on appelle dans l'écosystème des fiat, c'est-à-dire des monnaies d'État, euros, dollars ou autres monnaies. Donc, lorsqu'on réalise l'un des 2 faits générateurs, il y a cette obligation de calculer et de déclarer soit la plus-value, soit la moins-value réalisée. Et cette obligation est pour tous les contribuables. Il y a plus de 5 millions de Français qui détiennent des crypto-monnaies et donc qui sont assujettis à ces obligations. Concrètement, donc pour répondre à ces obligations, et d'identifier chaque opération d'investissement, c'est-à-dire d'achat d'actifs numériques ou de crypto-monnaies, et les opérations de vente. Mais il y a aussi et ce qu'on voit, en fait, c'est très intéressant, il y a de plus en plus de donations, il y a de plus en plus de donations qui sont faites soit au sein d'une même famille, soit d'autres types de donations dans le monde des crypto-monnaies, des opérations de plus en plus de paiement de salaire, d'opérations un petit peu particulières qu'il faut correctement prendre en compte, enregistrer pour s'assurer d'avoir l'impact fiscal correct lors de sa déclaration fiscale. Donc, même des opérations non imposables doivent être identifiées et leur impact fiscal doit correctement être pris en compte. Maintenant, quelqu'un qui souhaite faire une déclaration fiscale de ces crypto-monnaies, quel type d'informations a-t-il besoin? La première, c'est si cette personne détient un wallet ou un portefeuille sécurisé, c'est-à-dire ne conserve pas ses crypto-monnaies ou ses actifs numériques sur une plateforme d'échange, celui-ci devra aller chercher l'historique des transactions. C'est souvent directement via les données de la blockchain qui est publique, donc on peut aller obtenir ces données. La deuxième source d'information qu'il faut utiliser, c'est lorsqu'on utilise un tiers, ce qui est nécessaire pour acheter des crypto-monnaies et en tout cas les convertir, les acheter avec des devises monétaires d'État, il faut obtenir un historique de transactions, dépôt et retrait, donc de l'intégralité des mouvements auprès de cet intermédiaire qui a été fait. Et donc, notre métier de Waltio, ça va être de lire toutes ces transactions, de toutes ces données, et donc de calculer les plus-values dessus. Mais donc, on a vu, il faut obtenir les données issues de la blockchain lorsqu'il y a des mouvements qui ont été faits directement sur la blockchain. 2, il faut obtenir les historiques de transactions, de dépôt et de retrait, donc l'intégralité des flux réalisés via soit des fichiers ou des API fournis par l'intermédiaire.
Et 3, comme on le disait tout à l'heure, nous, ce qu'on voit sur notre logiciel aujourd'hui, plus de 80% des transactions sont des transactions qui n'impliquent pas des monnaies d'État, c'est-à-dire qui n'impliquent pas l'euro, le dollar ou autre monnaie étatique. Donc, en fait, ces monnaies n'ont, lors de ces opérations, il n'y a pas un prix de référence. Et donc, il faut être capable d'aller chercher pour chacune de ces opérations un prix. Vous pouvez imaginer que c'est à faire sans un outil spécifique, c'est particulièrement fastidieux, chronophage, et on peut inutilement s'arracher les cheveux. Donc, voilà les 3 sources, en tout cas, d'informations qui sont nécessaires pour être conforme avec ces obligations fiscales. Voilà sur les principaux points. Peut-être avant de continuer, pour un peu mieux présenter donc, ce que fait l'activité Waltio. Donc, nous, on s'est engagé dans une mission, c'est d'accélérer, faciliter l'adoption des crypto-monnaies et son accélération en termes d'adoption en simplifiant toutes les démarches fiscales. Et donc, à partir de là, on a créé un outil qui permet de calculer ces plus-values et les déclarer le plus rapidement possible et de façon la plus sereine. Donc, concrètement, on va se connecter sur donc, toutes les sources d'informations que je viens de mentionner. On va récupérer toutes les informations. Aujourd'hui, on capte des dizaines de millions de transactions qu'on lit par an. On va les analyser, on va les interpréter. Donc, on va enregistrer chacun des types d'opérations. Dessus, on va calculer les plus-values. Nos utilisateurs eux-mêmes vont labelliser, enregistrer certaines opérations. Automatiquement, on va calculer les plus-values, fournir les liasses fiscales, et comme ça, en fait, nos utilisateurs ou nos intermédiaires, c'est-à-dire nos clients, peuvent eux-mêmes produire toutes ces liasses fiscales, connaître le montant imposable et donc être conformes avec leurs obligations fiscales en déclarant correctement et facilement leurs revenus ou leurs pertes en actifs numériques. Donc, voilà quant à l'activité de la société. On a vu aussi ce qui était vraiment quelques éléments du régime fiscal. Il sera davantage détaillé durant cette conférence. Et on a vu aussi quels étaient les enjeux qu'avait un individu pour être conforme avec les obligations fiscales. Maintenant qu'on a vu quelques éléments, vous en verrez davantage tout à l'heure, on peut peut-être s'interroger. Je sais que vous êtes des passionnés du droit et donc on peut s'interroger sur quel type de proposition pourrait être plus pertinent d'un point de vue fiscal pour s'assurer, qu'il est peut-être un peu plus facile pour les individus d'être conformes avec leurs obligations fiscales, pour s'assurer, encourager les contribuables à être conformes avec leurs obligations. Quelques idées. La première, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le NFT, donc, c'est des centaines de milliers de Français qui en détiennent, pourtant, il n'est pas qualifié juridiquement dans nos textes de loi. Et donc, aujourd'hui, on manque le fait de ne pas avoir de qualification, il y a une incertitude quant à son régime fiscal et donc, derrière, une incertitude quant à comment le déclarer, comment le comptabiliser pour ceux qui en détiennent en France. Donc, proposer peut-être une qualification, une définition de cet actif qui est bien particulier, qui est différent des crypto-monnaies, pourrait être un moyen pertinent d'encourager, déjà de simplifier les déclarations fiscales, mais aussi d'encourager à la conformité. Peut-être une définition comme un bien numérique serait plus intéressante. Une deuxième proposition, et sur lesquels il serait possible de réfléchir, c'est que, comme on voit aujourd'hui, les individus qui veulent être conformes avec leurs obligations fiscales ont besoin de faire appel soit à un professionnel du droit, un professionnel du chiffre ou un logiciel tel que le nôtre, en tout cas un outil ou un service dédié. Et donc, à partir de ce moment-là, il serait, je pense, pertinent d'encourager les individus à la conformité fiscale en déduisant des frais comme assistance administrative, tous ces frais liés à la mise en conformité, au fait d'avoir cherché et réalisé leur déclaration fiscale. Et enfin, une proposition qui pourrait être pertinente, qui est présente dans d'autres pays,
qui est encourager, on va dire, les individus qui ont réalisé des moins-values ou qui ont des moins-values latentes, c'est-à-dire une baisse de leur portefeuille, mais qui n'ont pas encaissé ces pertes, serait de pouvoir reporter, soit dans des années à venir, soit vers d'autres classes d'actifs, ces moins-values. Je sais qu'elles avaient été défendues par Pierre Persson quand il était encore député, enfin certaines de ces mesures, et on pense que c'est un bon moyen, en tout cas, elle était même mentionnée dans son rapport, un bon moyen en tout cas de rendre notre pays plus attractif et pas forcément encourager l'investissement, mais en tout cas ne pas pénaliser les individus qui ont pris ce risque en investissant et pour comprendre ce qu'est l'actif numérique dans leur déclaration fiscale. Maintenant, alors, ce n'est pas forcément de l'autopromo, mais avec un avocat fiscaliste qui nous a aidé dans la construction de notre outil, nous avons rédigé, tous les ans, nous rédigeons un certain nombre de guides fiscaux, de livres blancs qui permet de mieux connaître. Alors, il y en a un de façon générale sur le régime fiscal, il y en a un qui est dédié aux revenus passifs de DeFi et donc de finances décentralisées, un autre qui s'interroge sur la qualification juridique du NFT. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site tous ces livres blancs. Il y a aujourd'hui plus de 40 000 Français qui les ont téléchargés et lus. C'est un moyen facile de se pencher et de mieux connaître soit des positions pratiques d'acteurs comme nous sur des sujets où il n'y a pas encore de juridiction, soit sinon de façon de rendre le Code général des impôts un peu plus lisible pour tous. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Je pense qu'on prendra surtout après les questions et les réponses. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté sur la partie introductive. Merci beaucoup, Pierre, pour ce tour d'horizon et ces quelques pistes de réflexion. Effectivement, on aura l'occasion de rebondir sur tout ça pendant la table ronde. Sans plus tarder, je vais donc céder la parole à Céline Moile, qui est avocate chez Deloitte Société d'avocats, afin d'appréhender plus en profondeur encore le droit fiscal face aux crypto-monnaies. On ne vous entend pas, Céline. En tout cas, moi, je ne vous entends pas. Je Non, crois que votre micro... Est-ce que c'est bon là? C'est tout voilà, bon? c'est bon. Ouais, parfait. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer. Merci pour cette invitation et ces présentations et ces tables rondes. Je vais essayer de ne pas refaire, en tout cas sur partie, ce qu'a dit Pierre. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. En effet, alors pour tout, on va dire juristes ou intéressés au secteur des cryptoactifs, on subit une nouvelle vague de turbulence, on va dire, depuis une semaine. Donc c'est ce qu'on expliquait. Je pense que ça va encore plus nous conforter dans l'idée qu'il faut effectivement encadrer de manière large, eh bien on va dire que ce soit les investisseurs ou les émetteurs d'actifs numériques au sens large. Je pense que vous avez tous entendu parler de FTX et des secousses que cela entraîne, en ce compris d'ailleurs sur des acteurs régulés du marché et même en France, on le voit arriver. Alors effectivement, concernant, on va dire, la fiscalité liée aux actifs numériques, donc on va essayer de rentrer dans le détail. Je pourrais vous faire parvenir de toute façon, si besoin, les slides. Alors, je vais partager mon écran et puis vous allez me dire si c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, oui, on voit effectivement. Tu peux mettre Parfait. Donc, je vais le mettre comme ça maintenant que tout le monde voit. C'est tout bon? Ok. Alors du coup, on va aborder plusieurs points. Tout d'abord, la fiscalité donc, qui est liée aux transactions de crypto. Ça, on en a déjà un petit peu parlé avec Waltio, donc on en reparlera rapidement. Sur les autres opérations potentiellement imposables, la fiscalité patrimoniale des cryptoactifs et puis peut-être également le contrôle fiscal, sans empiéter bien sûr sur revenir sur certaines propositions effectivement que le député Persson avait pu faire, notamment dans son dernier rapport. Donc, je pense qu'on lui laissera l'honneur quand même de présenter ses propres propositions qui n'ont pas toutes été retenues. Alors, sur la fiscalité des transactions crypto, en effet, il y a le vrai sujet de l'imposition des plus-values qui sont
qui sont réalisés en cas de conversion par des particuliers. Donc là, je vous renverrai à l'article 150 bis du Code général des impôts qui reprend très exactement ce qui a déjà été évoqué, où on voit bien que, comme vous pouvez le noter, les plus-values réalisées lors de la cession d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l'article du CGI lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques directement ou par personnes interposées, et ce, à compter donc des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019. Donc voilà, donc les personnes imposables, bien évidemment, ce sont les personnes physiques, donc on entend le contribuable résident fiscal de France. Voilà, vous entendez effectivement le contribuable seul, les époux, les partenaires, les personnes à charge, etc. etc. Et puis également les personnes interposées qui sont soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes tout en exerçant une activité civile. Donc voilà, quels sont donc ces biens cédés imposables? Alors c'est toujours notre grand débat sur la définition des actifs numériques. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par cryptoactifs et donc tout particulièrement par actifs numériques? Alors on a la chance d'avoir dans le Code monétaire et financier, depuis la fameuse loi Pacte du 22 mai 2019, qui a créé à la fois le visa optionnel pour les ICO et également le statut de prestataire de services sur actifs numériques sous un volet enregistrement et agrément, mais qui n'a pas un grand succès, l'agrément, en tout cas pas à l'heure actuelle. On entend donc effectivement, grâce à cette loi, maintenant on a une définition dans le CMF de l'actif numérique qui serait donc le bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. Voilà, à l'exception de ceux répondant aux caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse qui sont soumis à un autre régime d'imposition. Voilà. Donc, le portefeuille d'actifs numériques, c'est l'ensemble des actifs numériques détenus ou ayant été détenus par le cédant, à savoir le foyer fiscal. Voilà. Et quelles sont les opérations qui sont imposables? Eh bien, on a effectivement les cessions contre des monnaies ayant cours légal. Donc, Pierre vous a cité ce que nous, on appelle le fiat. L'échange d'un bien autre qu'un service numérique, l'échange avec une soulte ou les cessions au titre, cession d'un service. Donc attention, je vous ai mis aussi quelques éléments importants. Donc l'opération d'échange sans soulte entre actifs numériques est considérée donc comme une opération qu'on appelle intercalaire, et il n'y aurait dans ces cas-là aucun fait générateur d'imposition et on pourrait bénéficier d'un sursis d'imposition, tout comme les paiements liés aux frais de transaction perçus par la plateforme d'échange et les paiements versés aux mineurs en contrepartie de la validation de l'opération. Mais on reviendra sur ces mineurs. Alors après, on peut du coup aborder la question de la plus-value brute de cession avec forcément la question du prix de cession. Donc là, c'est des débats effectivement qui sont bien connu, et c'est surtout le calcul en tant que tel qui pose problème, comme Waltio a pu l'évoquer. Le prix de cession, c'est le montant reçu en monnaie ayant cours légal ou de la valeur du bien acquis ou du service fourni en contrepartie des actifs numériques cédés. Donc voilà, donc il faut savoir que ce prix est majoré de la soulte reçue, le cas échéant par le cédant à l'occasion de la cession, et il peut être minoré sur justificatif de certains frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Ensuite, effectivement, il est important de noter qu'on regarde également le prix d'acquisition qui peut être également minoré de la somme des fractions de capital initial afin de tenir compte forcément des cessions d'actifs numériques antérieurement réalisées. Et puis, il peut être également minoré du montant des soultes reçues par le cédant lors d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable. Donc, se poser également la question de savoir et qu'est-ce qu'on fait pour tout ce qui s'est passé avant la loi Pacte le 1er janvier 2019 ? Eh bien, dans ces cas-là, on peut effectivement tenter pour déterminer le prix total d'acquisition dans le cadre de ces cessions
on va dire antérieurs à 2019, eh bien, on peut retenir les prix effectifs d'acquisition des actifs détenus à cette date. C'est seulement ça qu'on pourrait considérer comme qui devrait être pris en compte. Et donc, on ne prendrait pas en compte les prix d'acquisition mentionnés dans les déclarations de plus-value de cession déclarées avant le 1er janvier 2019. Les prix d'acquisition n'ayant pas été déclarés conformément au droit en vigueur avant le 1er janvier 2019, ainsi que les prix d'acquisition n'ayant pas été déclarés en contravention avec le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019. Voilà. D'autres éléments en tant que de besoin sur effectivement la base d'imposition, donc cette valeur globale du portefeuille, elle est au final égale à la somme des valeurs évaluées au moment de la cession imposable des différents actifs numériques et droits s'y rapportant et qui sont détenus par le cédant avant de procéder à la cession. Voilà, et c'est là où véritablement il est admis qu'on puisse utiliser finalement des dispositifs de valorisation et notamment les sites internet proposant des historiques de cotation moyenne journalière sur les principales plateformes d'échange. Pourquoi? Parce que véritablement ce calcul en fait en pratique, vous imaginez bien qu'il est très compliqué à mettre en place puisque les gens achètent avec un taux déterminé à un moment, le revendent ensuite avec des frais qui peuvent être parfois importants ou pas. Et puis, vous voyez bien, encore aujourd'hui, ce sont les actifs numériques, c'est quelque chose de très volatile. Et donc, finalement, la fluctuation de notre portefeuille varie tout le temps. Donc là, il faut effectivement se faire accompagner et il faut, en fait, au maximum conserver en fait eh bien, toutes les preuves qui permettent de valider le montant des cessions qui ont pu être effectuées. Donc voilà, bon, on va peut-être pas rentrer dans des détails de calcul en tant que de besoin, parce que ça relèverait, je pense, d'une vraie formation et de véritables éléments, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, on a effectivement des modes de calcul pour déterminer la plus-value, que ce soit sur une première session, sur une seconde session. Tous ces éléments-là, en fait, sont assez complexes et effectivement, des sites comme Valtio peuvent parfaitement aider à aussi voilà, aider en tout cas le contribuable à faire correctement ses déclarations, puisque je vous rappelle qu'on est sur un mode déclaratif, donc c'est à vous d'indiquer le bon montant. Voilà. Intéressant également peut-être de noter que quand la cession elle est réalisée par une personne interposée, c'est cette personne qui doit donc déterminer la plus ou moins value globale réalisée au cours de l'année et qui doit répartir parfois entre chacun des associés la quote-part de plus ou moins value déterminée à hauteur de leur participation dans les bénéfices sociaux. C'est un mécanisme qui se complexifie quand on a une personne interposée, puisqu'il faut faire j'ai envie de dire, ce double cap, d'abord déterminer la plus ou moins value et ensuite se charger de la répartition. Voilà. Alors, concernant l'impôt en tant que tel, donc, je vous rappelle que le fait générateur qui va appeler l'impôt, c'est cette cession à titre onéreux des actifs numériques, d'accord? C'est conversion entre les actifs numériques et la monnaie fiat. Alors, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2022, on est imposé en fait sur le prélèvement forfaitaire unique. Donc, c'est 12,8 plus 17,2, ce qui fait 30%. Donc, c'est ce prélèvement forfaitaire unique. Sachez qu'à compter du 1er janvier 2023, depuis la mise en place de la loi de finances 2022, l'imposition, on est soit au prélèvement forfaitaire unique, soit c'est une imposition optionnelle au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, il va y avoir effectivement une modification qui va s'opérer entre cette année et l'année prochaine, mais qui est déjà connue de tous les juristes depuis maintenant plus d'un an. Voilà. Donc, quand vous allez devoir déclarer les plus ou moins values, vous allez devoir remplir cette annexe, ce fameux CERFA 2086. Et je vous montre quand même en pratique comment ça se présente. Donc voilà, vous voyez, vous avez les opérations réalisées directement par le redevable avec la date de la cession, le prix de la cession, les frais de cession, la soulte, enfin, tout est indiqué, la détermination des plus ou moins values. Et puis, quand il y a une personne interposée, on a également quelques lignes qui permettent de nous accompagner dans la déclaration et la parfaite conformité de la déclaration via cette annexe 2086. Voilà. Et puis après, c'est ici, la 2042, le formulaire
qu'on connaît tous, le formulaire 2042, où ici, on vient indiquer la cession des actifs, plus-value, moins-value. L'impôt sur le revenu correspondra donc à la plus-value mentionnée au présent article et il est versé par la personne physique qui réalise directement ou par personne interposée la cession. Voilà. Vous avez également, en tant que de besoin, les annexes qui concernent la déclaration de compte d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. C'est un autre article du Code général des impôts qui nous explique que pour un résident, c'est la déclaration par un résident d'un compte ouvert à l'étranger. Le principe, effectivement, c'est en tant que de besoin, en cas de non-accomplissement de ces obligations, il y a une sanction qui est prévue par le Code général des impôts. Et puis, ici, lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année, il y a une amende qui augmente, donc 1 500 € par compte non déclaré et 250 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Voilà sur l'aspect personnel, d'accord, les particuliers. Maintenant, concernant les professionnels, je vais vous donner quelques éléments. Alors, ce qui est important et qu'on peut aborder rapidement, c'est effectivement les gains qui sont tirés d'une activité de minage. Donc, le minage, je vous le rappelle, c'est le fait de pouvoir valider les opérations au travers de la blockchain. Sans revenir sur le côté énergivore de certains protocoles, on l'abordera pas, on pourra l'aborder dans le cadre de la table ronde, mais pas dans le cadre de la présentation. L'activité de minage, donc, c'est le processus par lequel les transactions sont vérifiées et ajoutées à la blockchain. C'est une opération intrinsèque à l'utilisation de cette technologie. Et finalement, les gains constituent ici la contrepartie de la participation du contribuable à la création et au fonctionnement du système d'unité de compte virtuelle. Les produits qui résultent en fait de cette activité de minage sont susceptibles d'être imposés dans la catégorie des BNC. Et le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé donc selon les règles de droit commun applicables au BNC. Voilà, donc cette notion est quand même importante à retenir. Concernant maintenant des éventuelles plus-values qui seraient réalisées à titre habituel, donc habituel par opposition à occasionnel. Eh bien là, la notion d'achat-revente d'actifs numériques qui serait exercée à titre habituel et pour son propre compte constituerait donc une activité commerciale. Et à partir de là, les revenus seraient à déclarer dans la catégorie des BIC avec un résultat imposable déterminé selon les règles de droit commun applicables au BIC. Alors, la question, vous allez me dire, c'est alors qu'est-ce qu'on considère qu'être un exercice habituel? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez eu parfois des personnes qui avaient une activité classique, standard, salariée d'une entreprise et qui, à côté, entre guillemets, tradaient beaucoup ou participaient énormément au déploiement de certains protocoles blockchain. Et finalement, ces gens-là ont, entre guillemets, difficilement qualifier ça de travail, mais aux yeux de l'administration fiscale, pourquoi pas, gagner beaucoup plus d'argent finalement que ce qu'ils pouvaient récolter dans le cadre d'une activité salariée ou libérale classique. Et donc, cette question-là s'est posée finalement de savoir si cet achat-revente fait de manière récurrente pouvait être considéré comme un exercice à titre habituel. Eh bien, sachez qu'on n'a pas de définition proprement légale, on n'a que des cas d'espèce. Il y a une appréciation au cas par cas des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées. Voilà, donc ça peut être les délais séparant les dates d'achat, le nombre d'actifs, les conditions d'acquisition, etc., etc. Il y avait un flou. À compter du 1er janvier 2023, il ne devrait plus y avoir de flou puisqu'on a une définition car sont exercées à titre habituel les opérations d'achat-revente réalisées dans des conditions analogues à celles caractérisant une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opération. Il y aura un alignement des critères sur ce prévu pour les opérations de bourse et une imposition, il y a une petite faute, fiscale dans la catégorie des BNC. Voilà, donc on va basculer
entre guillemets, avec les règles actuelles, BIC, bien tiré d'une activité de minage BNC, avec cette notion de plus-value réalisée à titre professionnel. Tout le monde sera dans la catégorie des BNC pour les sessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Voilà. Alors, dans le temps qu'il me reste, Pierre, Fabi, si jamais il ne faut pas hésiter à me dire, quelques éléments. C'est bon? Quelques éléments sur le lending. Alors, qu'est-ce que le lending? Le lending, c'est un contrat de prêt qui consiste en la mise en dépôt d'actifs numériques. Vraisemblablement, il n'entraînerait pas d'imposition car le fait générateur, encore une fois, n'interviendrait qu'à compter de la cession. Voilà. Alors, la question se pose quand même sur des prêts sur des plateformes centralisées. Si des intérêts sont versés par l'emprunteur en monnaie fiat, et bien dans ces cas-là, effectivement, se pose la question du revenu imposable. Si le prêt est sur un protocole forcément purement décentralisé, on a en fait une qualification juridique des opérations à réaliser et donc le traitement fiscal qui en découle, qui va dépendre en fait du fonctionnement du protocole et de l'interprétation des juges. Alors, concernant le stacking, c'est l'immobilisation en fait des actifs numériques au sein d'un smart contract. Idem, normalement, il ne devrait pas y avoir d'imposition parce que le fait générateur, il n'intervient encore une fois qu'à compter de la cession. Mais bon, sachez qu'en rémunération de cette opération, généralement, le particulier reçoit des actifs numériques, donc sans être soumis à l'impôt. Par contre, si la rémunération se fait en monnaie fiat, bien évidemment que dans ce cas-là, il y aura en fait une taxation, une imposition, car on va rentrer dans quelque chose que l'on connaît, et dans la catégorie des BNC. On a enfin le sujet des airdrops. Alors, le airdrop, c'est encore une manipulation technologique liée à la blockchain. C'est l'octroi d'actifs numériques sans aucune contrepartie à des utilisateurs. C'est une sorte un peu de win dans certains projets. Ici, à date, il n'y aurait pas forcément d'événements imposables. Mais par contre, il faut quand même aller vérifier la raison pour laquelle la personne bénéficie du airdrop. Voilà, parce que si c'est assimilable notamment à l'actionnariat salarié, ça pose quand même quelques débats. Et la revente des actifs numériques qui auraient été reçus gratuitement, forcément, c'est un événement imposable puisque il y a ce mécanisme de conversion et donc potentiellement de plus-value. Voilà. Alors après, la question, c'est les NFT. Alors, Pierre Morisot en a un petit peu parlé. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de la dernière heure, mais alors on a Sorare qui émet des NFT qui vient justement de publier en fait une réponse de l'ANJ sur la question des jeux d'argent, puisqu'il y avait ce sujet de Sorare et des jeux d'argent. Donc, on vient d'avoir les éléments, en tout cas le communiqué de presse de Sorare. Donc, qu'on se rassure, si vous ne l'avez pas vu, c'est sorti, je crois, il y a 1 heure, même pas. Donc, voilà. Donc, il va falloir qu'on analyse un peu tout ça. Mais les NFT font grand bruit. Pourquoi les NFT font grand bruit? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas de texte spécifique sur le sujet. Député Persson en a parlé d'ailleurs dans son rapport. La réglementation MiCA qui arrive ne vous donne pas trop d'indices sur la qualification des NFT, si ce n'est que les NFT de grande série seraient considérés comme des actifs numériques et donc on retombe dans les textes que l'on connaît. Voilà. Mais un NFT, c'est un non-fungible token. Donc, c'est par opposition à la fongibilité et notamment la fongibilité des cryptos au sens de Bitcoin, etc. Et on a un sujet quand même sur les NFT, c'est qu'on s'intéresse forcément aux sous-jacents et on a ici, j'ai envie de vous dire, de fortes incertitudes. Donc, encore une fois, et je crois qu'il faut être très, très humble sur tout ce qu'on vous dit ce soir, c'est que les juristes avancent également avec le temps et avec la mise en place des textes. Donc, ce qu'on peut dire à un moment donné va peut-être évoluer parce que forcément, aujourd'hui, on n'a pas de certitude, on a simplement une réglementation qui évolue et qui essaye de se mettre au goût du jour. Alors, l'idée ici, c'est effectivement, si on aborde rapidement les NFT, on en entend beaucoup parler dans le monde de l'art, on en entend beaucoup parler dans ces univers de gamification, de fan token, etc. En tant que juriste, ce qu'on regarde, c'est effectivement le sous-jacent pour qualifier véritablement quelle était la structure de ce token et quelles étaient
la manière aussi dont a été commercialisé le token. Est-ce qu'on a fait espérer un gain, et notamment un gain financier? Voilà, donc attention sur le traitement fiscal, notamment des NFT. Est-ce qu'on assimile ça à une cession en fonction du sous-jacent? Est-ce qu'on l'assimile à une cession d'actifs numériques? Est-ce qu'on l'assimile à une cession de biens meubles incorporels? Voilà, il y avait une solution qui avait été retenue à l'époque par l'Assemblée nationale, mais qui finalement a été retirée. Donc, il y a un véritable frottement. On peut proposer des choses. Alors, la vente de NFT à titre occasionnel, il y aurait peut-être une taxe forfaitaire de 6% en option. On peut aussi, si on l'assimile à une cession d'actifs, et ben dans ces cas-là, être sur un volet de prélèvement forfaitaire unique ou de BIC. Si c'est une cession d'un bien meuble, dans ces cas-là, on peut mettre un assujettissement à l'IR. Voilà, il y a des pistes de réflexion qui méritent d'être traitées au cas par cas en fonction véritablement de ce qu'il y avait dans le portefeuille numérique des personnes. Et en tout cas, voilà, les sujets là-dessus sont loin d'être finalisés. L'amendement, bah, voilà, la prévision d'une définition d'un jeton non fongible. Voilà, le gouvernement souhaitait un temps de réflexion plus long, donc la commission des finances a dû retirer son amendement. Voilà, une nouvelle question qui avait été abordée par une députée dans le cadre d'une question au gouvernement, plus le rapport Persson. Donc voilà. Et puis peut-être juste pour finir, effectivement, quelques notions sur les droits de mutation pour comprendre effectivement que selon l'administration fiscale, eh bien, les actifs numériques qui composent le patrimoine du défunt seraient soumis aux droits de succession. C'est important. La question des dons familiaux de sommes d'argent, vraisemblablement, ne semble pas pouvoir s'appliquer. Donc, on a une décision Bitspread contre Paymium parce qu'on a ce sujet, en tout cas, on a cette jurisprudence qui peut nous poser quelques difficultés. L'impôt sur la fortune immobilière, normalement, ne devrait pas rentrer dedans, avec effectivement peut-être une vigilance sur les NFT si le sous-jacent, en fonction du sous-jacent, en tout cas, la question mérite d'être posée. Voilà, et puis après, en cas de contrôle fiscal, juste quelques mots pour vous dire effectivement que eh bien, il y a cette obligation déclarative et que, en conséquence de quoi, si vous ne le faites pas, en tout cas, eh bien, il y a un possible contrôle avec les conséquences que vous devez bien évidemment connaître déjà, les conséquences limitées de cette obligation déclarative. Et puis, forcément, en cas de besoin, l'administration qui peut demander aux contribuables des justificatifs, donc on retombe sur ces éléments. Il faut véritablement garder toutes les justificatifs, en tout cas le plus possible au moment où on achète des actifs numériques, au moment où on les fait basculer peut-être de wallet en wallet, au moment où on les convertit entre eux, d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Voilà, tous ces éléments-là, finalement, doivent véritablement être conservés en cas de contrôle. Je ne peux que vous encourager à passer pour faire vos conversions par des acteurs effectivement régulés, d'accord. On a la chance en France d'avoir une 60aine de PSAN qui sont là pour accompagner les opérateurs, personnes physiques, personnes morales, dans le cadre des créations de wallets, du change, etc. Donc, surtout, ne passez pas par des acteurs non régulés. Voilà, c'est les PSAN aujourd'hui, les petits, les gros, ont passé un temps phénoménal à être conformes. On leur met beaucoup de contraintes réglementaires en termes de vérification de l'identité, etc. Donc, voilà, gardez tous les conseiller, si vous avez des conseils à donner, en tout cas, demandez aux personnes de tout conserver et de faire en sorte que, voilà, en cas de contrôle, eh bien, tous les justificatifs nécessaires sur les conversions et les plus-values soient facilement accessibles. Voilà, en gros. Merci beaucoup, Céline. Fiscalité des particuliers, des entreprises, succession, donation, contrôle fiscal. Je crois que tu as tout abordé, donc c'était très, très riche. Un grand merci. On va continuer donc avec Clémence Odo. Comme vous le savez, l'autorité des marchés financiers, à l'heure actuelle, joue un rôle crucial en France en matière de crypto. Nous avons donc l'honneur de compter ce soir sur la présence de Clémence Odo, donc de la Direction des affaires juridiques de l'AMF. Je lui